ce webinaire, on vous propose de le faire en 3 temps, 2 en première partie et 1 en dernière. Les 2 premières parties seront orientées plutôt statistiques, chiffres, notamment avec un sondage réalisé, comme vous le voyez, par France Bénévolat et par l'IFOP. On le fait depuis 2010, tous les 3 ans, donc c'est le 5e, et donne les résultats un peu de la température du bénévolat au niveau national. On fera un focus ensuite, dans la foulée, un focus sur la Nouvelle-Aquitaine. Après ce temps, vous aurez la possibilité de poser des questions par l'intermédiaire du chat. Et en deuxième partie, nous vous proposons une méthode au regard des analyses et des constats qu'on a pu faire, au regard des chiffres qu'on va pouvoir vous dire. Voilà grosso modo, j'espère que j'étais assez clair. Bafouillé un petit peu, excusez-moi, mais en espérant avoir été assez clair. Les questions sont toujours les bienvenues. On essaie d'être assez concis. Et la première présentation sera faite par Elisabeth Paco de France Bénévolat. Elle se présentera par moi-même au niveau des chiffres et puis par une animation par Josiane Pérez, vice-présidente du mouvement associatif. Voilà. Donc, je laisse peut-être Josiane présenter le mouvement associatif et moi je ferai France Bénévolat après. Voilà. Merci Didier. Oui, donc Josiane Pérez, je suis vice-présidente du mouvement associatif et très rapidement, le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, c'est l'instance représentative des dynamiques associatives du territoire qui favorise le développement d'une force associative utile et créative à l'échelle régionale. Il a pour objectif de promouvoir la vie associative dans sa diversité, ça c'est très important, de représenter le monde associatif en région et de favoriser la reconnaissance pleine et entière des associations par les pouvoirs publics. Il est organisé en collège parce que le mouvement associatif, c'est un réseau de réseaux. Donc, il y a des coordinations à vocation régionale, des coordinations groupements de faits, des coordinations d'associations infrarégionales et des membres experts dont France Bénévolat fait partie. Le mouvement associatif est donc le porte-voix de ces réseaux membres et il participe notamment à différentes instances, comités, dispositifs, et nous travaillons dans des dispositifs avec l'État, avec la région. Il s'efforce d'animer la construction d'une parole collective, donc il y a vraiment une démarche démocratique, en concertation avec ces réseaux et pour représenter au mieux la vie associative en région. Donc, pour plus de renseignements, évidemment, vous allez vous adresser au site internet de notre mouvement. Et nous allons donc démarrer cette séance, comme l'a dit Didier, et comme vous avez eu la diapositive d'avant, avec justement Elisabeth Pasco, qui est statisticienne, qui est administratrice de France Bénévolat National et qui est responsable du baromètre France Bénévolat IFOP sur l'évolution du bénévolat en France. Et Didier Defer, qui est co-délégué régional France Bénévolat Nouvelle-Aquitaine et administration de France Bénévolat National. Et Marine Bouteville, qui est, elle, chargée d'accompagnement au sein du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, personne précieuse, puisque c'est elle qui est à la technique, donc une lourde responsabilité pour le bon fonctionnement de notre séance. Voilà. Et je donne la parole à Elisabeth. Avant, je vais prendre la parole pour présenter un peu France Bénévolat. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Présenter France Bénévolat, alors vous savez, on a un slogan, c'est développer l'engagement bénévole associatif pour toutes et tous, pour une citoyenneté active et solidaire. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. On remarque plusieurs axes au regard de ça. La promotion du bénévolat, sa valorisation, notamment par l'intermédiaire d'outils dont le passeport bénévole, l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire du lien entre les associations elles-mêmes, mais d'accompagner des futurs bénévoles qui veulent se positionner et s'engager, mais qui ne connaissent pas trop leur territoire en termes de bénévolat. Et
quand on parle de bénévolat pour toutes et tous, on parle aussi de programmes que nous mettons en œuvre, parce que toutes et tous, ça fait partie des migrants, ça fait partie des personnes sous main de justice, ça fait partie de l'environnement. Et pour cela, on met en place des programmes qui permettent, avec un ensemble d'associations sur le territoire, de pouvoir mettre en œuvre des projets. Et là, c'est important. On fait aussi des plaidoyers, on est vraiment complémentaires au mouvement associatif, et c'est pour ça qu'on siège notamment au niveau du conseil d'administration du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais laisser la parole maintenant à Elisabeth. Elisabeth, excuse-moi, avant que tu prennes la parole pour répondre à une question, oui, les diaporamas vous seront diffusés ensuite, hein, par mail, comme l'a dit Marine. Hein, donc, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre des notes, bien sûr, mais les diaporamas vous seront transmis. Donc, bonjour à tous. Donc, comme le disait Josiane ou Didier, je ne me souviens plus, France Bénévolat a créé un baromètre pour suivre l'évolution du bénévolat tous les 3 ans. Et pour ceci, c'est pour aider les associations à comprendre ce qui se passe chez les bénévoles et donc à essayer de s'adapter. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. C'est une enquête qu'on fait donc tous les 3 ans auprès de 3000 individus. C'est vous dire que ce n'est pas une enquête énorme, on n'aurait pas les moyens de faire une enquête énorme. Oui, ça va et toi? Je crois qu'il y a un petit problème de micro quelque part. J'ai une branche à de Bonnard qui est devant. Il faudrait qu'Annie Boyer ferme son Annie Boyer, oui. Voilà. Oui, c'est Annie Boyer, merci de couper le téléphone. Bon, j'ai téléphoné, j'ai renvoyé un truc à Annie Boyer, voilà. Merci. Voilà, donc je vous disais, c'est un échantillon qui n'est pas énorme parce qu'on n'aurait pas les finances, malgré l'aide du Crédit Mutuel, on n'aurait pas les finances pour faire un énorme échantillon. Donc les résultats que je vais vous présenter, ce sont des résultats plutôt nationaux, donc des grandes tendances. D'après tous les sondages qu'on fait, ce sont des tendances qu'on retrouve à peu près partout, et puis je vous ferai un tout petit zoom là-dessus. Et donc, on interroge un échantillon de population de 15 ans et plus, et on leur demande pas s'ils sont bénévoles, parce que c'est une question qui est toujours un petit peu ambiguë pour les gens. Nous, on sait ce que c'est, mais les gens qu'on ne questionne pas forcément, on leur demande s'ils donnent du temps gratuitement pour les autres ou pour une cause, ce qui est à peu près la définition que donne le Conseil économique et social du bénévolat. Donc, je vais vous donner quelques grandes tendances. Alors, la diapo suivante va nous montrer que quelque chose qui ne nous réjouit pas énormément, c'est que quand on demande aux gens s'ils donnent du temps, on s'aperçoit que la proportion de la population qui déclare donner du temps diminue d'année en année et qu'elle diminuait pas très fort et que pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, et puis qui ne vous sont pas du tout inconnues, elle diminue particulièrement en 2022. Alors, quand on a dit qu'on donnait du temps, on va regarder dans la diapo suivante que ça peut vouloir dire du temps donner du temps, c'est 36% de nos concitoyens. Quand on leur demande s'ils donnent du temps en association, c'est dans les 36, il y a 20% qui déclarent oui. Donc, le pourcentage de population en 2022 qui dit donner du temps, c'est 20%. 11 millions de bénévoles en association. C'est déjà un certain nombre. Quand on leur demande s'ils donnent du temps aussi ou seulement dans une autre organisation, on a 3% qui donnent du temps que dans une autre organisation, c'est-à-dire à la mairie, dans le syndicat, dans leur organisation religieuse, etc. Et puis, le chiffre sur lequel je vais revenir dans un instant après, c'est les 13% qui disent en direct. En direct, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les gens, ça va être quelqu'un qui va, pendant la pandémie, aller faire les courses de quelqu'un qui est au bout de sa rue et qui ne peut pas se déplacer. Ça veut dire quelqu'un qui va aider à la scolarité d'un voisin qui ne parle pas bien le français, enfin dont les parents ne parlent pas bien le français. Ça veut dire un groupe d'amis qui décident d'aller ramasser des denrées alimentaires qui se perdent et qui vont les distribuer.
ça veut dire un groupe d'amis qui va organiser des randonnées pour des personnes en situation de handicap. C'est des choses qui sont hors association, mais qui sont un petit peu les mêmes buts que dans les associations. Et vous allez voir à la diapo suivante qu'on est très interpellé par l'évolution de ce bénévolat direct. Alors, vous voyez, j'ai entouré avec un petit rond. Qu'est-ce qui baisse le plus? C'est le bénévolat associatif. On passe de 24% de nos concitoyens à 20% en 2022. Et pendant ce temps-là, le bénévolat direct, que je viens de vous présenter, passe de 10 à 13%. Alors, on va redonner un petit focus de plus dans la diapo suivante avec la question des âges, parce qu'elle a beaucoup d'importance, surtout en 2022 avec la pandémie. Et on voit donc que toutes les générations ont diminué. Les générations les plus âgées, c'est déjà depuis un certain temps. Les plus jeunes, c'est particulièrement en 2022. Et ces plus âgés, le bénévolat a diminué aussi bien dans les associations que dans le bénévolat direct. En revanche, chez les jeunes, la baisse dans les associations est plus que compensée par le bénévolat direct. C'est-à-dire que les jeunes ont préféré aider à proximité de chez eux, entre copains et je ne sais quoi, plutôt que d'aller en association. Et ça nous interpelle, parce qu'on se dit pourquoi ils ont préféré. Alors, une autre interpellation qui va arriver dans la diapo suivante, c'est vous êtes au courant aussi, parce qu'on a des témoignages un peu partout, nos concitoyens qui se déclarent bénévoles associatifs, 1 sur 3, on est arrivé maintenant, déclarent qu'ils le font qu'à un moment de l'année, pendant quelques heures, ce qu'on appelle le bénévolat ponctuel. Et on voit que depuis 2010, ça progresse absolument régulièrement et que c'est quelque chose qui nous perturbe énormément. Et comment faire pour organiser quand même son association dans la durée avec des bénévoles ponctuels? Comment faire pour aider ces bénévoles ponctuels, peut-être, à s'intéresser à notre association et à devenir bénévoles réguliers? Donc voilà une autre... alors maintenant, je vais vous faire 3 petits flashs. Je vais passer donc à la diapo suivante avec un premier petit flash qui, lui, est quand même assez encourageant. C'est que le domaine de la solidarité, social caritatif, c'est une dénomination qui était comme ça, c'est là où on a le plus de bénévoles qui s'engagent. Et surtout, pendant la pandémie, c'est pratiquement le seul secteur qui n'a pratiquement pas diminué. Ça veut dire que la générosité, la solidarité, elle est toujours là. Donc ça, c'est un premier petit flash encourageant. Deuxième petit flash encourageant sur la diapo suivante, c'est que pendant la pandémie, on a 1 million de personnes qui nous ont dit que pour des raisons en gros de solidarité, ils s'étaient mis à donner plus de temps ou à donner du temps comme ils n'en donnaient pas avant, qu'ils ne donnaient pas avant. Donc, on a bien aussi toute une générosité latente. Quelquefois, on dit les Français se referment sur eux. Ce n'est pas ce que nous démontrent ces chiffres-là. L'autre petit carré que je vous ai mis, c'est quelque chose, juste pour attirer votre attention, il y a énormément, donc 4 millions d'arrêts d'activité bénévoles pendant la pandémie, c'est évident. Pour beaucoup, et Didier reviendra là-dessus, c'est parce que les associations ont arrêté, parce qu'elles ne pouvaient pas fonctionner pendant la pandémie. Beaucoup ne sont pas revenus. Et nous, les témoignages qu'on a, c'est que si on veut que ces bénévoles reviennent, il faut aller les chercher. Donc, la question que je pose, est-ce que les associations pensent à les rappeler, pensent à les encourager, pensent à aller les rechercher? Quand on le fait, on a des résultats. Et puis, avant-dernier petit coup de flash, la suivante. Donc, je vous ai montré dans le camembert tout à l'heure que 64% de nos concitoyens n'étaient pas bénévoles, puisque 36% l'étaient. Parmi eux, une partie ont été bénévoles et ne le sont plus. D'autres n'ont jamais été bénévoles. Et quand on les interroge, ils disent pourquoi pas bénévoles?
si l'occasion se présentait, si on allait me chercher, si, etc. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut avoir bien ça à l'esprit, il y a tout un vivier potentiel de bénévoles. Et peut-être que le bénévolat diminue, mais il faut y réfléchir parce que comment aller chercher ce vivier potentiel. Et ma dernière diapo pour là, alors, je n'ai pas de flash de zoom sur la Nouvelle-Aquitaine. D'abord, c'est une enquête qui date de 2010 et on fait très attention d'avoir toujours exactement le même questionnaire, tout bâti pareil, pour être sûr d'avoir bien la continuité. Et donc, si je suis obligée de prendre l'ouest et le sud-ouest, et ça a aussi des régions qui ne sont pas la Nouvelle-Aquitaine. Mais quand on regarde avec ces mêmes chiffres, on s'aperçoit que ce sont des régions où le bénévolat est un peu plus élevé que dans la moyenne nationale, mais que pendant la pandémie, la diminution du bénévolat a été à peu près la même chose que dans la moyenne nationale. Donc, c'est pour dire un petit peu que, certes, c'était des chiffres plus généraux que votre région, mais qu'on pense qu'ils s'appliqueraient à peu près. Et Didier va prendre le relais avec des petits coups de zoom qui vont vous montrer comment ça s'applique à peu près. Donc, voilà, je passe la parole à Didier. Oui, donc voilà, on a essayé de vous faire, de faire une dimension Nouvelle-Aquitaine au regard des chiffres que vient de donner Elisabeth. Alors, ils vont être un peu plus grossiers, peut-être moins prégnants. Et avant toute chose, on a voulu vous rappeler un peu la composition de cette Nouvelle-Aquitaine, avec une particularité, plus de 6 millions de personnes dans cette Nouvelle-Aquitaine. Et on a voulu faire un focus sur les moins de 20 ans, qui sont à peu près 2 points en dessous du national. Et en revanche, les plus de 75 ans sont, eux, 2 points, un peu plus de 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Donc, ça veut dire qu'on est quand même une population où il y a beaucoup de seniors plus. Donc, c'est intéressant de savoir parce que ça rejoint un peu l'ensemble des éléments qu'on vient de vous dire. Dans la diapo suivante, on fait aussi un focus sur le nombre d'associations. Vous voyez qu'en France, 1,4 million, 1,5 million, pour la Nouvelle-Aquitaine, ça représente entre 140 000 et 150 000 associations. Idem pour le nombre d'implications des bénévoles, 12,5 millions à peu près au niveau national, au milieu associatif. Elisabeth disait 11 millions parce qu'il y a des bénévoles récurrents que vous pouvez voir. Pour la Nouvelle-Aquitaine, 1,2 million, 1,3 million en bénévoles, 510 à 530 000 qui sont en récurrence, c'est-à-dire qui sont sur des actions régulières. Au regard d'évolution des créations d'associations, pour 2022, je vous rappelle que les chiffres que je vous donne sont une ressource de recherche et solidarité et ils partent du 1er juillet au 30 juin. Donc, ce sont les chiffres du 30 juin 2022. On voit que la Nouvelle-Aquitaine a un potentiel d'évolution des créations d'associations nettement supérieure à la ligne qui est en pointillé au niveau national. Donc, il y a vraiment une émulsion au sein de la Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet et qui se répartissent au regard, on va faire un petit focus aussi dans la diapo suivante sur cette répartition. Et on voit que 3 domaines sont importants, l'évolution de ces créations d'associations, sport, loisirs, mais aussi environnement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, au regard du national, le social est un peu en dessous d'un point, à peine 0,9, en dessous du national. Ensuite, on a voulu faire part d'un focus sur quelques départements pour la Creuse. Alors, tout ce qui est en bleu concerne le département en question. Tout ce que la ligne, c'est le niveau national. Pour vous faire voir qu'entre 2019 et 2022, la Creuse se retrouve à peu près dans le même schéma qu'au niveau national en termes de création, mais avec un focus important, plus des créations dans le domaine du loisir, économique et environnemental également. Et on l'a vu qu'au niveau des chiffres globaux de la Nouvelle-Aquitaine, on rentre à peu près dans les mêmes zones. Pour un autre département, le Lot-et-Garonne, j'ai essayé de faire un focus sur pas mal de départements, mais au regard de cette région qui est assez importante. Nous voyons qu'en 2019,
ce département était très en dessous de la moyenne nationale. Et on voit qu'à la sortie du confinement, des périodes, etc., on a une augmentation importante et on arrive même au niveau national dans la création au niveau de la de Lot-et-Garonne, avec toujours sport, loisirs et la sociale. On voit qu'il y a une dynamique importante au niveau du social. 2 autres départements à venir. Le suivant, on voit que concernant, j'attends la nouvelle diapo pour vous faire voir, la Haute-Vienne, avec une particularité, vous voyez, qui est un peu disparate au niveau de certains départements, où la Haute-Vienne est toujours restée en dessous de la moyenne nationale, avec en revanche importante création dans le sport, mais aussi dans l'éducation, formation, dans l'économie. Donc vous voyez des secteurs pas prégnants au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et aussi un département beaucoup moins dynamique au niveau associatif que dans les autres départements. Contrairement à la Charente-Maritime, qui, elle, a rejoint, à la fin de cette pandémie et de ce contexte 2022, a rejoint et même dépassé la nationale dans ses créations, avec culture et loisirs en priorité et environnement. L'environnement est quand même très prégnant, on le voit, au sein des départements et qui rejoint la notion de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour les chiffres Nouvelle-Aquitaine. Je voulais faire un focus sur un rappel qui me paraît plus qu'important et nécessaire. Ce focus, c'est à la fin de la pandémie, qu'en était-il de la situation? Et on voit que 73 des associations ont repensé leur fonctionnement général. Qu'au printemps 2021, mais 40% des associations ayant anticipé l'enquête étaient encore quasiment à l'arrêt. Donc, on est au printemps 2021. Ça, c'est intéressant. Et en avril 2021, 60% des associations ont perdu le contact ou une partie de leurs bénévoles. Donc, vous voyez, il y avait une situation complexe. Au regard des chiffres qu'on vous a donnés jusqu'en 2022, on voit qu'il y a eu de l'évolution, etc. Et on voit qu'il y a eu quand même quelque chose d'important, c'est l'implantation du télétravail et du numérique. Voilà, grossièrement, un focus sur la Nouvelle-Aquitaine. On aurait pu présenter d'autres chiffres, mais ça nous paraissait plus intéressant de faire quelques images derrière. On a une question. Comment sont déterminées les catégories caractérisant les associations? Alors, donc, nous, dans l'enquête, on demande, comment est-ce que c'est fait déjà? Donc, c'est le questionnaire qui a été bâti en 2010. On a une nomenclature des associations et ce sont les gens qui se déclarent comme étant dans la solidarité, dans les sports, etc. Alors, comme je vous disais, on garde un questionnaire toujours à l'identique pour assurer le suivi. Le petit inconvénient, c'est que du coup, on ne modernise pas notre nomenclature et qu'elle reste celle qui a été faite en 2010. Et donc, ce sont les personnes eux-mêmes qui se caractérisent. Alors, dans les données de recherche et solidarité, c'est-à-dire celles qu'a utilisées Didier, c'est un peu différent puisque c'est un questionnaire qui est adressé aux associations elles-mêmes. Donc, c'est les associations elles-mêmes qui se caractérisent dans la nomenclature, qui n'est pas exactement la même que celle qui avait été retenue avec l'IFOP. Et il peut donc y avoir des petites divergences d'ailleurs dans l'appréciation, parce que selon qu'on est une association ou qu'on est une personne, peut-être on ne va pas se déclarer de la même manière. Et une question qui fait une transition toute faite avec la suite de ce webinaire qui demande, les constats étant posés, quelles pistes de réflexion sont actuellement en cours pour générer des envies de bénévolat? C'est une très belle transition pour aller vers la suite. C'est sur ce genre de pistes, sur ce genre de réflexion, qu'on va essayer de vous proposer quelques pistes. Et ces pistes-là, bien, ça a été un des éléments. Je vais laisser la parole à Elisabeth Pacaud, qui fait partie de la commission interassociative de France Bénévolat, et c'est leur travail qu'on va vous soumettre ici. Alors, cette commission interassociative de France Bénévolat, c'est à peu près, au niveau national, nous avons à peu près 80
grands réseaux nationaux. C'est beaucoup moins gros que le mouvement associatif, évidemment. Et parmi ces 80 grands réseaux associatifs, dès qu'ils sont adhérents, ils ont la possibilité de rejoindre cette commission. Il y en a une trentaine qui le font. Et ces grands réseaux associatifs se réunissent tous les 2 mois. Je co-anime cette commission avec quelqu'un dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler puisqu'il représente France Bénévolat au mouvement associatif, qui est Hubert Pénicaud et qui est par ailleurs salarié à la Croix-Rouge en ce moment. Et donc, cette commission, en se réunissant tous les 2 mois, elle se pose les questions comment adapter notre bénévolat, comment adapter notre appel à bénévoles aux nouvelles aspirations des bénévoles, à nos nouveaux comportements. Et pendant 2 ans, là, pendant 1 an, disons, elle s'est penchée sur ces chiffres. Quid de ce développement de l'informel, informel ou bénévolat direct, on dit les 2 expressions. Quid que ce développement du bénévolat ponctuel, comment s'adapter, que faire. Et donc, cette trentaine de grands réseaux discutent entre eux et essayent de proposer des pistes. Alors, pour introduire un peu la question, j'ai relevé dans les pistes qu'on s'est faites 3 mots-clés qui reviennent tout le temps. Écouter les bénévoles, leur motivation, leurs envies, leurs contraintes, pour s'adapter à ces nouveaux profils qui sont en train de changer. Et puis, quand arrive quelqu'un intéressé par le projet associatif, au lieu de regarder seulement s'il y a une mission toute faite qui lui convient, voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer correspondant à ses envies, à ses compétences et aidant le projet associatif. Comment s'adapter? Voilà. Deuxième mot-clé qui est revenu tout le temps dans nos débats, communiquer. Communiquer pour intéresser, pour donner envie de contribuer au projet associatif, donc le faire connaître, montrer à quoi ça sert. Les bénévoles, on se dit s'ils vont plus vers l'informel, c'est souvent parce qu'ils voient plus le résultat de leur action de façon immédiate. Des fois, dans une grande association, on ne voit pas toujours à quoi on sert. Donc, communiquer sur à quoi on sert, quelles sont les réussites, quel plaisir on peut trouver au bénévolat. Et puis, choisir des bons créneaux pour communiquer. En face, si on cherche des jeunes, on ne va peut-être pas communiquer dans le même endroit que si on cherche des retraités. Définir les bons créneaux et trouver les bons mots, y compris s'occuper de trouver les bons mots pour se faire connaître. Et ça, les associations ne le font pas toutes. Et puis, s'adapter, y compris, et ça m'a beaucoup frappé dans nos débats, des réseaux associatifs qui disent il faut même changer son organisation. Je vous donnerai un exemple concret qui est celui des Restos du Cœur. Ils se sont dit, mais tous ces bénévoles qu'on n'arrive pas à aider à trouver le bénévolat qui leur convient chez nous, c'est peut-être parce que nos horaires sont inadaptés. Et du coup, ils se sont mis à ouvrir d'autres tranches horaires et ils se sont aperçus qu'en ne réfléchissant pas, ils n'avaient qu'un seul type de bénévole et puis qu'un seul type de bénéficiaire. Tandis qu'en ouvrant plus leurs horaires, ils pouvaient y compris aider ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas venir dans la journée parce qu'ils travaillent, et en leur ouvrant des trucs le soir, ça permettait d'avoir de nouveaux bénéficiaires très importants pour eux. Donc, y compris changer son organisation, changer ses horaires, plutôt que de rester dans un cadre un peu figé, qui peut-être est ce qui donne plus envie aux gens de faire du bénévolat direct. Et puis, une conclusion partagée, mais qui est très dure, c'est autrefois, on disait, les bénévoles, il faut qu'ils s'adaptent à l'organisation de l'association, etc. Et bien maintenant, il faut se dire, non, c'est aux associations de s'adapter aux envies des bénévoles, à leurs projets, à leur façon de vivre. C'est très compliqué, mais on se dit qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Donc, voilà un peu ces mots. Et cette commission, donc, à essayer de traduire ça de façon très concrète en un guide pour
aider les associations à creuser ces différentes pistes. Et c'est ce que va vous présenter Didier. Voilà, merci Elisabeth. Alors, comme vient de le dire Elisabeth, on va vous présenter un extrait de ce guide, donc pour s'adapter aux évolutions de l'engagement associatif et redynamiser les associations. Et ce document qui a évolué jusqu'en janvier, avec des modifications à la marge, va être validé par la prochaine commission interassociative le début février. Donc, normalement, il sera disponible à tous à partir de début février, comme l'a dit Marine. Si certains veulent, on l'enverra. Donc voilà, donc c'est un guide pratique. Ce guide pratique, on sait que depuis plusieurs années, comme l'a dit Elisabeth, et la mise en lumière de la crise sanitaire, nous a amené à faire et à demander, comment dirais-je, à construire, à mettre en œuvre des évolutions importantes, notamment qui sont apparues dans l'application des bénévoles. C'est-à-dire, il y a des départs d'une partie des anciens. Il y a aussi une augmentation du bénévole ponctuel, comme l'a pu le dire Elisabeth. Mais aussi, c'est de quelle manière accomplir les missions bénévoles. Le développement du télébénévolat a été aussi et fait partie des évolutions importantes. La généralisation du numérique. Et puis enfin, le fonctionnement du collectif, comme l'a fort bien dit Elisabeth, hein, développement du distanciel, apparition de nouvelles répartitions des responsabilités. Et dans ce contexte, c'est comment donner un nouvel élan au bénévolat. Donc, au regard de ça, 3 dimensions: identifier, évaluer, planifier. Identifier ce qui a changé, évaluer ce qui est positif, mais ce qui pose question au sein même de son association. Hein. C'est vraiment une réflexion sur son organisation. Et planifier des actions après avoir identifié et évalué. Pour cela, on vous propose 2 axes. Dresser l'état des lieux de votre propre structure et puis ensuite élaborer un plan d'action. Pour dresser l'état des lieux, vous allez voir travers 3 champs d'action. 3 champs d'action. 1, concernant le lien avec vos bénévoles, les activités, les missions que vous pouvez proposer et le fonctionnement de votre structure qu'on a appelée vie associative et animation du collectif. Fonctionnement du collectif. Et pour chaque plan d'action, 12 propositions avec des propositions agir plutôt court terme, anticiper plutôt moyen terme et innover dans le long terme. On va faire un petit focus sur le lien avec les bénévoles pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc, dresser un état des lieux dynamique, ça veut dire qu'il faut que les responsables de l'association se réunissent, qu'ils puissent parcourir le guide pour pouvoir s'imprégner comment faire au niveau de leur structure. Pour chaque action proposée, évaluer celle qui leur conviennent et qui est leur situation actuelle et retenir les actions les plus pertinentes en les adaptant. Donc voilà l'état des lieux. Et qu'est-ce qu'on appelle le lien avec le bénévole? C'est un constat. Dans ce lien avec les bénévoles, c'est l'engagement des bénévoles associatifs est un constat, est en régression. Les bénévoles attendent plus d'attention de la part des responsables de leur association. Et là, Elisabeth vous l'a stipulé au regard de ce qu'elle a pu dire. Les enjeux, c'est trouver des bénévoles, répondre à leurs attentes, mais aussi fidéliser pour essayer de changer ce bénévolat ponctuel en quelque chose de plus récurrent. Les amener à prendre des responsabilités, les reconnaître et les valoriser. Et puis, proposition, c'est interroger les bénévoles, anciens, réguliers, ponctuels, nouveaux et futurs, pour aller plus loin dans la démarche, c'est penser et repenser nos modes d'animation des équipes, la reconnaissance et la valorisation des bénévolats. Pour ce faire, eh bien, si on prend les 12 propositions, agir, anticiper, innover. On vous a donné un aperçu, on ne va pas faire tout le panel sur les 12 propositions, mais déjà sur le court terme. On vous propose un petit schéma, un petit questionnaire, hein, diversifier les modes de recherche de bénévoles. Est-ce que pour vous, chez vous, c'est satisfaisant, insatisfaisant? Qu'est-ce qu'il faut développer ou pas? Et tout ça amène une question, amène des propositions qu'on va essayer de travailler ensuite. Voilà un aperçu. On ne va pas détailler plus. Si vous voulez, quand vous aurez le document, vous pourrez plus dire. Et si vous voulez poser des questions sur le sujet, n'hésitez pas. On va passer à la diapositive suivante.
qui est le deuxième axe. C'est élaborer des plans d'action. Donc, au regard de ce qu'on vient de faire et dont l'aperçu que vous avez vu, c'est identifier quelques actions qui vous semblent importantes, utiles pour votre assaut. C'est sélectionner pour vous les actions les plus importantes. Et là, petit détail, il ne faut pas en prendre pléthore. Peut-être 2 ou 3 actions pour vous seraient les plus judicieux. Puis inscrivez aussi vos priorités. Quelles sont vos priorités? Vous savez, des fois, on croit le savoir, mais formaliser ça donne plus de sens à ce que nous faisons et amène ces questionnements. Et dans quelques mois, vous pourrez faire le point sur ce que vous aurez trouvé ou pas. Et derrière, on vous propose aussi comment faire ce plan d'action, imaginer ce plan d'action. Et voilà un aperçu ce que ça peut donner dans la diapo suivante. Vous voyez, plan d'action, comment agir, le sujet, ce qu'il y a à faire, les responsables de l'action, etc. Et ça, vous les déclinez sur les 3 champs, agir, anticiper, innover. Donc ça, c'est important. Et dernier point, comme l'a pu le dire Elisabeth, j'ai voulu mettre cette diapo parce que vous allez en bas de cette diapositive l'ensemble des associations qui ont participé à l'élaboration de ce guide, qui a une 40aine de pages. Hein, c'est pour ça qu'on vous en présente quelques-unes, mais qui peut permettre, en fin de compte, de réfléchir sur ce que nous sommes et de pouvoir faire évoluer ce que nous sommes en quelque chose qui soit plus pertinent et amène la réflexion et l'échange au sein même de l'association. Voilà, merci à vous. En espérant que Alors, merci Didier pour cette présentation. Donc là, on voulait vous proposer un temps d'échange, sachant que j'ai eu pas mal de questions dans le chat. Juste avant, préciser, je sais que Elisabeth, tu voulais préciser quelque chose sur l'utilisation de ce guide. Je voulais, merci, j'étais en train d'oublier. Je voulais juste vous dire que plusieurs des associations qui participent à cette commission ont expérimenté le guide, soit au sein de leur conseil d'administration, soit au sein de tel ou tel groupe de travail, parce que beaucoup d'associations ont créé des groupes de travail en leur sein, en se disant il faut absolument qu'on se bouge si on veut développer le bénévolat en notre sein et donner plus envie. Hein, c'est vraiment le terme qui revient toujours, donner envie à des nouveaux bénévoles de venir chez nous. Et donc, c'est un guide qui a été expérimenté et d'après les témoignages que j'en ai eus, ça marche. Donc, comme question, merci. Comme question, on avait, par rapport à l'enquête qui a été présentée, il y avait la question du est-ce que le coût de l'adhésion a été fait, a été évalué? Est-ce que ça représente un frein dans l'engagement bénévole? Est-ce que c'est une donnée que vous avez? À mon humble avis, le coût de l'adhésion n'est pas un frein, d'autant plus. Alors, c'est aux associations de voir, mais beaucoup d'associations ne demandent même pas à leurs bénévoles d'être adhérents. Alors certains grands réseaux associatifs, je ne me souviens plus lesquels, je me demande s'il n'y a pas la Croix-Rouge et le Secours catholique, mais je me trompe peut-être, systématiquement, ils ne demandent pas à leurs bénévoles d'adhérer. Et puis certains autres grands réseaux associatifs proposent, comme France Bénévolat d'ailleurs, proposent à leurs bénévoles d'adhérer, mais les exonèrent de cotisation d'adhésion en disant ils donnent du temps, on ne va pas leur demander en plus un montant. Donc je ne pense pas que ce soit un frein, en règle générale du moins. Il y a une question sur le cumul d'activités bénévoles, donc direct, ponctuel, régulier. Savoir si vous avez des données sur est-ce que ce cumul d'activités, il serait en hausse ou en baisse par une même personne? Par une même personne. Alors, excusez-moi, ce n'est pas des chiffres qu'on me demande souvent, mais je pourrais l'ajouter ajouter un tableau dans le diaporama. On a eu une baisse. Alors, le cumul bénévolat direct, bénévolat associatif, je crois qu'il est à peu près stable. Hein. Ce qui se développe, c'est le bénévolat direct tout seul. En cumulé, c'est à peu près pareil. En revanche, le cumul de plusieurs associations, ça restait plus ou moins stable et il y a eu une diminution en 2022 qui vient
très certainement des abandons de bénévolat dus à la pandémie. Mais ça, je pourrais très bien vous donner un peu plus loin dans le débat, je vais vous retrouver le chiffre et je vous le donnerai. Le pourcentage dans plusieurs associations, donc c'était effectivement un petit peu stable 2010, 2016, 2019, autour de 40%, et en 2022, c'est passé à 32%, donc une diminution très sensible des multi-bénévolats associatifs. On a une question sur, est-ce que vous avez une idée de la position de l'État, notamment sur le statut du bénévolat, les aspects fiscaux, et celui de, éventuellement, l'Europe sur les risques de la marchandisation du bénévolat? Est-ce que vous avez, c'est des données dont vous disposez? Moi, je peux parler du statut du bénévolat. Oui, c'est au niveau de France Bénévolat. Personnellement, on était contre ce statut, mais tu peux argumenter. Ce que j'ajouterais juste, c'est que quand tu dis au niveau France Bénévolat, c'est au niveau de tous nos réseaux associatifs adhérents. C'est un débat qu'on a. Et on se dit que, je vais le dire de façon un peu brutale, en plus, moi qui ai fait une carrière dans l'administration, je suis bien placée pour en parler, qui dit statut dit un peu de contrôle, parce que du coup, il va y avoir des avantages avec, il va y avoir, etc. Donc, les services de l'État vont être obligés de vérifier si le bénévolat correspond bien à ce statut qu'on aurait inventé. Et qui dit contrôle dit probablement une baisse, une perte de liberté associative. Or, tous nos grands réseaux associatifs sont très attachés à cette notion de gratuité, de liberté et d'engagement volontaire dans le bénévolat. Donc, en gros, on est un peu hostile à cette idée de statut du bénévole en se disant que c'est un peu une fausse bonne idée. Au point de vue international, moi, oui, au point de vue international, on peut dire qu'on siège, nous, au niveau du Comité européen du volontariat. Hein, et ça, c'est important. On a même un siège au niveau mondial. Et on voit qu'il y a des divergences, mais pas tant que ça. Alors, je peux donner un exemple. Hein. Le siège de France Bénévolat a porté une candidature Erasmus qui a été retenue et qui nous a permis de faire des voyages et nous permet de voir ce qui existe dans certains pays européens. On a déjà fait la Belgique, l'Hollande, on va faire l'Espagne. Et un point important qui est déjà un point qui est différent de celle de la France, c'est qu'au niveau des pays comme la Hollande ou la Belgique, les associations sont considérées comme des associations étant légitimes sur le terrain pour porter des activités. Et l'État se désengage et donne l'argent à ces associations pour qu'elles-mêmes subventionnent d'autres associations. Donc, il y a un France Bénévolat en Hollande, qui ne dit pas le nom, tu le sais peut-être, Elisabeth, mais je ne m'en souviens plus, qui porte et il reçoit de l'argent, notamment de l'État, pour après le dispatcher au niveau du monde associatif. Et l'État ne s'occupe pas du monde associatif, donc délègue complètement au niveau de ces associations. Donc, une différence importante hein, en termes de légitimité, etc., qui n'est pas négligeable. Et vous voyez, ben, ça nous a permis, en siégeant à l'Europe, d'avoir cette vision-là et de pouvoir travailler, analyser, peut-être faire des propositions pour l'avenir, notamment au niveau de l'État et des pouvoirs publics. Julie Fontaine, donc moi je travaille à la Ligue de l'enseignement de la Vienne, je suis chargée de vie associative. Merci pour la présentation. Du coup, c'était plein d'informations très importantes et très utiles aussi pour comprendre un peu l'évolution du bénévolat. Dans les accompagnements que je fais avec notre réseau d'associations, j'ai remarqué aussi deux choses. Une première chose qui rejoint ce que vous avez dit sur le fait de devoir adapter aussi ses horaires, les horaires des activités pour lesquelles on permet à des bénévoles de participer. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes actives qui souhaiteraient faire du bénévolat, mais qui ne peuvent pas parce que souvent c'est en après-midi ou alors c'est voilà, sur des horaires qui ne conviennent pas. Donc, la nécessité de travailler ça, mais qui n'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile en fonction de l'activité de l'association d'adapter les horaires. Et la deuxième chose, c'est, vous en avez pas trop parlé, c'est sur les responsabilités des bénévoles quand c'est des bénévoles administrateurs. Donc président, trésorier, secrétaire, etc.
Nous, dans notre réseau, on remarque que c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué, de plus en plus en voie de disparition, si je pourrais même dire comme ça. Et que c'est des sujets qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à travailler avec les associations, enfin pour les associations, et que la communication, enfin en tout cas les premières pistes que vous avez citées un peu parfois ne suffisent pas. Et donc voilà, je voulais savoir si vous aviez aussi pu observer des choses comme ça et si vous aviez peut-être des témoignages d'expériences qui ont permis de travailler sur ces sujets-là. Complètement, complètement. On travaille dessus au niveau de France Bénévolat National et je pourrais laisser la parole à Elisabeth, notamment sur des éléments comme la gouvernance collégiale, où vous voyez, moi, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons créé une gouvernance collégiale pour la direction et la délégation régionale France Bénévolat Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est quelque chose, on est en réflexion. Effectivement, dans les chiffres que vous avez présentés, on a essayé de travailler sur comment retenir, mettre en appétence des personnes pour faire du bénévolat. Après, il y a tout ce qui vient derrière et que vous avez fort bien expliqué, tout ce qui concerne la gouvernance qui pose problème parce qu'on sait que dans de nombreuses associations et dans un avenir très proche, qui vont se retrouver, je dis souvent le terme, entre guillemets, en culotte courte, c'est-à-dire qu'avec des personnes seniors plus qui vont partir et qui vont se retrouver sans gouvernance. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en réflexion. Je passe la parole à Elisabeth sur ce sujet, qui a aussi travaillé sur ces éléments. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que vous avez complètement raison. Et quand on regarde les chiffres du ministère, nous, on en a pas à France Bénévolat, sur l'âge moyen de la gouvernance, c'est terrifiant. Il n'y a que les vieux dans les conseils d'administration, et les vieux, ils vont sortir à un moment. Donc, il y a un énorme problème. Alors, il y a beaucoup de travaux, pas forcément, qu'on ne va pas reprendre, nous, à France Bénévolat, mais la Fonda a travaillé là-dessus. Il y a les organisations de gouvernance par cercle pour essayer de donner plus de responsabilités, de partager plus les responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous, ce sur quoi on travaille à la commission interassociative, et on est en plein sur ce chantier, c'est comment conduire les bénévoles de terrain à prendre peut-être petit à petit des responsabilités, parce que entrer dans une assoce puis devenir tout de suite président, c'est pas formidable, ni pour la personne, ni pour l'association. Donc, on travaille sur ces questions de parcours, et j'ai juste envie de vous donner le témoignage de la FAGE qui nous éclaire, puis en plus, c'est une association de jeunes, donc c'est intéressant, qui a tout un système où même des bénévoles de terrain, des jeunes, sont invités à participer pas régulièrement, mais un petit peu à des instances. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois quelqu'un de chevronné et puis quelqu'un qui vient juste voir et qui, du coup, on peut démystifier ce qu'est la prise de responsabilité. Et petit à petit, quelqu'un va devenir responsable d'un petit groupe et puis s'engager. Et on est en train de travailler là-dessus. Et on envisage de faire un petit guide, un petit peu comme celui que vous a présenté Didier, sur ce sujet, parce qu'on sent que c'est la grosse actualité. Merci beaucoup. Une question sur la définition du bénévole direct. Est-ce que vous pourriez développer sur le profil de ces bénévoles-là, leur pérennité d'engagement, et si c'est une étape ou pas vers la création d'associations après? Alors, le profil, c'est très nettement plutôt des jeunes, mais les retraités aussi font du bénévolat direct. Mais ce qui augmente, c'est le bénévolat direct des jeunes. Donc, je peux dire ça sur le profil. Il me semble me souvenir aussi que le bénévolat des femmes est plus souvent, un petit peu plus que la proportion que les hommes. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que justement, on a des horaires plus adaptés pour des femmes qui ont en même temps une famille, une activité professionnelle, etc. Donc, c'est un type de population dans lequel se développe le bénévolat direct. Et puis, la fin de votre question, c'était, zut, je l'ai oublié. Si c'est une étape ou pas vers la création d'association. Alors
association. je peux, sur la continuité du bénévolat direct, malheureusement, je n'ai aucune information, parce que la question sur le ponctuel, elle est posée qu'à ceux qui déclarent être dans le bénévolat associatif. Donc, dans le bénévolat direct, on n'en sait rien. Et donc, je peux juste vous donner un témoignage qui est celui, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas en région Poitou-Charentes qu'on avait ce témoignage, d'une association, d'un groupe de jeunes, non, c'est peut-être en Rhône-Alpes, je ne me souviens plus, qui avait organisé c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, qui ont organisé des randonnées pour des personnes en situation de handicap. Et puis, à un moment, ils se sont dit qu'ils allaient travailler avec d'autres associations, et avec des associations. Et puis, à un moment, ils se sont dit, mais si on veut que notre activité se mette un petit peu dans la durée, il faut qu'on se crée en association. Et ils sont devenus une association. Donc, effectivement, on n'a aucune idée de chiffres, mais on a des témoignages que le bénévolat direct peut être un pas vers le bénévolat associatif. Et c'est très intéressant comme constat. Merci surtout pour toutes ces belles informations et qui donnent la pêche et qui donnent envie de continuer dans nos engagements bénévoles. Je reviens sur les éléments de réponse qui ont été apportés à ma question tout à l'heure concernant le statut du bénévole. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas forcément une très bonne chose que de vouloir codifier absolument l'engagement libre et volontaire de chacun et de chacune. Ma question, elle pose essentiellement sur la partie fiscale. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à l'État concernant la situation fiscale de nos associations? En effet, selon la considération et la caractérisation de nos associations, lorsqu'on a des activités, par exemple, qui peuvent avoir un versant commercial, eh bien, l'État va nous traiter de manière totalement différente sur le plan fiscal. Et ça peut avoir des conséquences graves sur le fonctionnement des bénévoles, sur même le recrutement des bénévoles, voire sur la nature de leur engagement. Et par exemple, je vous donne juste un exemple, dans un domaine que je connais bien, celui des recycleries, ressourceries, eh bien, il va y avoir des considérations tout à fait différentes de la part de l'État. Si vous êtes une association d'insertion par l'activité économique ou si vous êtes une association à emploi pérenne. Et donc, la première ne va pas être soumise à la fiscalité, la seconde va l'être, et à toutes les fiscalités, y compris à la TVA. Et donc, si vous voulez, on se retrouve dans des situations extrêmement différentes. Ma question est simple. Est-ce que revendiquer l'intérêt général pour toutes les associations serait une aberration? Je remarque juste que vous avez cité le cas des entreprises d'insertion, qui est un cas où le bénévolat n'est pas facile d'ailleurs à développer. Mais l'effet du statut fiscal, peut-être que le mouvement associatif aurait plus de réponses. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, à mon sens. On est plus sur du classicisme, mais c'est une réalité. Et je remercie M. Georges Bazard de la poser parce que c'est quelque chose qui va venir sur le tapis très vite. J'ai été encore avec une association hier qui se posait la même question, notamment en termes de fiscalité et en termes de droit. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des déviances très rapides des pouvoirs publics sur ce sujet. Il faudra être vigilant. Alors, est-ce qu'il faudra amener le débat au sein même du monde associatif pour pouvoir argumenter et contrecarrer? Certainement, certainement. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de billes. Il va falloir apporter du sens à ce que nous sommes pour pouvoir apporter cet argumentaire et être enfin comment dirais-je, en opposition, peut-être pas en opposition, mais en réflexion et amener du sens à ce que nous sommes pour pouvoir être toujours ce que nous sommes, c'est-à-dire exempter et être d'intérêt général et d'utilité publique. Alors, ça c'est important parce que la reconnaissance d'utilité publique est importante avec des critères qui sont particuliers et cet agrément est lié aussi, comme vous le savez, au ministère de l'Intérieur, etc. Donc, et ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça imbrique beaucoup de choses, mais on n'a pas de réponse là pour l'instant. C'est une réflexion.
Merci. Et j'avais juste un complément d'information à vous demander. J'ai entendu qu'on pouvait être adhérent d'une association sans payer de cotisation. Et ma question est la suivante. Comment vous faites pour les compagnies d'assurance pour valider la couverture risque de vos adhérents? Bien, c'est simple. Enfin, on marche par cohorte. Je m'explique. Si vous voulez, quand on fait des manifestations, pour certaines assurances, alors je peux parler de celles auxquelles nous sommes adhérents au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la Maïf, et vous savez certainement que dans le Maïf, il vous propose toute manifestation ou toute rencontre inférieure à 50 personnes, supérieure à 100 personnes, et on marche comme ça. En revanche, ce n'est pas individuel, c'est vraiment global. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est une réponse qui vous conviendra, mais je n'ai que celle-ci à vous proposer. Oui. Il n'y a pas de différence de statut? Non. Voilà. Exactement. Et effectivement, vous avez raison, là, c'est un chantier là, qui mérite effectivement réflexion par rapport à la fiscalité. Et par exemple, là, vous parliez de bénévolat dans les associations de réinsertion. Moi, si je peux citer par exemple la chaîne Envie, eux, quand même, il y a du bénévolat. Hein. Si je prends l'exemple de Envie Gironde, ils s'appuient vraiment sur beaucoup de bénévoles pour mener à bien leurs actions, tout en ayant effectivement une équipe de salariés et beaucoup d'emplois de réinsertion, avec beaucoup de réussite d'ailleurs. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai, c'est un chantier que le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine n'a pas encore abordé dans le fond, et ça va faire partie effectivement de ces chantiers dont nous sommes obligés de nous emparer. Alors juste pour information, et après je me tais, c'est promis, juré craché. Nous sommes actuellement, notre petite structure, la ressourcerie, bazar, etc., avec un conseiller fiscaliste en train d'attaquer Bercy sur le statut des associations à emploi pérenne, qui ne sont pas du champ de la SIAE, hein, des structures d'insertion par l'activité économique, de façon à obtenir la reconnaissance d'intérêt général. Et par exemple, dans les Landes, l'association Repère l'a obtenu auprès du tribunal administratif. Donc, c'est quelque chose qui est en gestation. Voilà. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça serait bien de pouvoir communiquer avec la Nouvelle-Aquitaine, le mouvement associatif, pour qu'on puisse amener dans ces réflexions des états des lieux dont vous faites partie, donc, parce qu'avec ce que vous avez fait. Donc, ça peut être intéressant dans la réflexion. Il ne faut pas oublier que le mouvement associatif, l'ensemble des associations relèvent d'une économie particulière, l'économie sociale et solidaire, et que c'est peut-être à ce titre que nous pouvons, que le mouvement associatif, dans son ensemble, peut se présenter devant les affaires publiques, je les appelle comme ça, hein, sachant que cela suppose un respect de cette forme particulière de l'économie sociale et solidaire, qui, rappelons-le, au plan de l'emploi, représente quand même 10% de l'emploi dans notre pays. C'est quand même pas anodin. Donc, on a des arguments à présenter. Je reviens aussi sur les présentations qui ont été faites tout à l'heure, et j'ai apprécié l'importance donnée au plan d'action d'une association pour mobiliser de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles. Moi, je suggère de partir de plus loin, de partir du projet de l'association. Le plan d'action n'étant que la conséquence de la définition d'objectifs généraux et d'autres objectifs. Ça me paraît central, ça, pour mobiliser, parce que là, il y a pour un éventuel engagement associatif la prise de conscience de à quoi je vais servir, l'utilité sociale, mon utilité sociale de bénévole. Ça me paraît deux choses essentielles. La définition d'un projet global de l'association qui peut mobiliser ou désintéresser finalement. Je n'aurai rien à faire dans ce projet. Je ne sais pas faire. Et puis deuxièmement,
le plan d'action, oui, hein, où chacun va trouver sa place, hein, ou ne pas la trouver. Voilà deux réflexions que je voulais faire. Vous avez complètement raison que le projet associatif est un élément majeur au sein de l'adhésion ou de l'engagement des gens sur quoi je veux m'engager, et ils s'engagent sur notamment le projet associatif de la structure. Donc ça, c'est une évidence. Mais merci de l'avoir formalisé ainsi parce que c'est très important. La définition de l'intérêt général, je ne suis peut-être pas la mieux placée, mais nous, d'abord, l'expérience qu'on en a, tu me confirmerais sans doute Didier, c'est qu'il n'y a pour le moment pas une définition unique de l'intérêt général. Et on a eu l'expérience d'ailleurs assez marrante, c'est qu'un certain nombre de centres France Bénévolat ont essayé d'obtenir la reconnaissance d'intérêt général auprès des services fiscaux locaux. Certains l'ont eu, d'autres ne l'ont pas eu, ce qui prouve bien qu'il y a un peu de flou dans la définition. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a eu, alors je pense que c'est autour de l'Assemblée nationale, un groupe de travail qui bosse là-dessus pour essayer d'avoir des critères un petit peu plus solides. Je vais revenir une seconde, mais pour avoir des critères un peu plus solides. Et France Bénévolat avait été interrogée, mais je ne sais pas si ce projet a abouti. Et puis ce que je voulais dire aussi pour la personne qui s'intéressait à cela, c'est que l'intérêt général, en gros, les éléments de définition qu'on en a pour nous, c'est ce qu'on appelle les 4 P, le type de public, le type de publicité, le type de je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus quels sont les 4 P. En tout cas, si vous faites 4 P sur les associations sur Google, vous trouverez ces espèces de critères qui sont censés servir un peu à tout le monde sur l'intérêt général. Mais bon, je ne sais pas si on a avancé là-dessus. En tout cas, ce n'était pas du tout une définition unique. Si je peux me permettre, il y a 2 définitions, là aussi très erratiques, de l'intérêt général. Il y en a une qui est d'ordre administratif, qui est acceptée par un grand nombre d'administrations, mais pas par les services fiscaux. Et les services fiscaux ont une caractéristique supplémentaire qui est contenue dans les 4 P, en particulier si dans votre activité, vous avez une activité commerciale, mercantile, qui peut vous introduire sur le marché concurrentiel. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans une situation d'offreur concurrentiel, ipso facto, vous perdez la notion d'intérêt général pour les services fiscaux, mais pas l'administration centrale. Merci. L'intérêt général, effectivement, c'est tout ce qui va concorder, enfin, qui va œuvrer pour le bien public. Et à ce moment-là, transcender justement tout ce qui va faire collectif et non pas partisan. Et effectivement, vous venez de le rappeler, par rapport au secteur marchand, on se différencie vraiment du secteur marchand à ce moment-là. On pourrait peut-être d'ailleurs suggérer à ceux qui… Il y a eu déjà des communications, mais pas sous forme de questions, mais qui auraient des propositions sur comment améliorer leur communication sur leur projet associatif, comme disait monsieur, ou comment améliorer leur attractivité, disons, par rapport aux bénévolats. Est-ce qu'il n'y aurait pas des témoignages intéressants pour tout le monde? Quand on parle d'accueil des bénévoles, effectivement, les associations ou les réseaux associatifs et tout, ils n'ont pas tous, c'est surtout les associations et les petites associations, n'ont pas tous des locaux. Donc, voilà, on accueille comment et on accueille où. Donc, ça, c'est aussi quand même des questions où il faut en tenir compte. Hein. Bon, souvent, il y a des maisons, des associations où les villes ont leur service de vie associative et offrent justement des espaces où on peut accueillir les adhérents, les bénévoles, les personnes qui viennent se renseigner. Mais quand une association n'a pas ses propres locaux, n'a pas de salariés, a que des bénévoles, voilà, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Bon, on peut aller prendre un café hein, dans un coin, ça peut être sympathique. Hein. Mais c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça, bien sûr. Mais c'est vrai que la question de l'accueil, les conditions de l'accueil,
ont une importance par rapport à la personne qui a envie à un moment donné de franchir le pas, de donner de son temps, de son énergie, de ses idées, ou qui cherche justement en quoi elle pourrait être utile, parce qu'il y a aussi cette notion d'être utile aux autres, hein, ou à un projet, ou à une action, ou à une personne. Je voudrais parler de la valorisation. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur la valorisation. On a parlé succinctement d'un outil qu'on a mis en place au sein de France Bénévolat qui s'appelle le passeport bénévole. Et on voit que le passeport bénévole peut être une source de reconnaissance importante lors de sa remise et lors des actions qui peuvent être menées par ce bénévole au sein d'une structure. Et on en a fait l'expérience beaucoup, notamment où on a pu remettre à des gens qui font des contrats civiques chez nous, parce qu'ils ont fait des actions bénévoles en delà de leur contrat civique. On a vu des jeunes, notamment au sein de la Nouvelle-Aquitaine et au sein de structures France Bénévolat, qui, avec les missions locales, sur des projets ponctuels, on a la remise de passeports bénévoles qui valorisent. Et cette valorisation du passeport bénévole peut être donnée sur des personnes qui de 15 à 99 ans. Et on voit qu'on dit, mais pourquoi je remplirais un passeport bénévole pour les personnes seniors? Mais on se rend compte que ça peut être un outil important lorsque cette personne se déplace, se déménage et a la formalisation des éléments qu'elle peut mettre en œuvre. Et ça peut être quelque chose d'important sur les activités qu'elle peut reproduire ailleurs dans d'autres associations. Et vous pouvez trouver ce passeport bénévole au sein de francebénévolat.org. Il y a une rubrique passeport bénévole, et là, sans souci. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'assister à cette vidéo parce que j'apprends beaucoup de choses. Alors, juste un petit témoignage par rapport à la reconnaissance un peu des bénévoles. Eh bien, effectivement, il y a une personne qui l'avait écrit autour d'un repas, simplement une convivialité, parce que lorsque je fais partie entre autres d'un syndicat de quartier et bien, on a besoin à un moment ponctuel effectivement de personnes, mais justement pour, comme vous le disiez, pour que ces personnes qui viennent à un moment ponctuel, essayer peut-être de les accrocher pour qu'elles deviennent pérennes, eh bien, un des moyens, c'est oui, de leur dire merci, tout simplement, leur dire merci lorsqu'on a eu besoin d'elles. Et c'est vrai que, en bon français, j'allais dire, le repas est quand même un moyen aussi intéressant de le faire. Voilà. Par rapport aussi à Envie, Josiane a parlé d'Envie, je sais effectivement, je ne connais pas assez bien tout le monde juridique, mais je sais qu'il y a une difficulté effectivement quand il y a après avec l'État d'obligation et de besoin de donner des comptes, quoi, finalement. C'est pour appuyer un petit peu lorsque vous demandiez s'il fallait un statut vraiment des associations bénévoles. Le côté juridique après étatique, ça posera d'autres problèmes, je pense. Voilà. Je vous remercie. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Madame sur remercier les bénévoles ponctuels. C'était une des grosses conclusions des associations et beaucoup avaient oublié de le faire. Donc, merci de ce témoignage. Et il y a ça et d'autres associations ont dit, du coup, notez aussi l'adresse de ces bénévoles ponctuels et leur reproposer un bénévolat ponctuel. Et de petit à petit, en ayant eu 3-4 bénévolats ponctuels, c'est peut-être comme ça qu'ils vont continuer. Et puis sur la question des locaux de Josiane, ce qu'on voit, c'est effectivement que les bénévoles, en plus, ils ont envie de se rencontrer. Donc, il faut trouver des solutions pour leur permettre de se rencontrer, parce que si vous proposez à des bénévoles un bénévolat où ils ne voient jamais personne, ça ne va pas les faire rêver pendant très, 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 très longtemps. Merci. Je voulais rebondir aussi sur la valorisation, et effectivement, les moments de convivialité sont extrêmement importants, et ça peut aussi passer sur, alors là, je donne des exemples d'associations culturelles, mais ça peut aussi passer par proposer aux bénévoles de participer à des projets culturels. Les valorisants, j'ai mis dans le chat le lien d'un festival, l'exemple d'un festival qui a demandé à une compagnie artistique de créer un
un objet artistique en fait avec les paroles des bénévoles, avec également un montage photo présentant les bénévoles. Ça peut être aussi dans toutes nos activités donner à chaque événement, à chaque moment, un petit mot de remerciement en disant sans vous, c'est pas possible de mettre en place telle ou telle chose. On a besoin de vous en permanence et merci d'être là. Et également, je vois certaines associations qui parfois demandent à des bénévoles d'être présents sur un événement ou être présents toute la journée sur un événement sans leur proposer de repas le midi, ou en leur disant si vous souhaitez manger, vous amenez votre repas, ou vous mangez, vous payez le repas au stand. S'ils sont là toute la journée, ça peut être juste la moindre des choses de leur proposer un repas. Enfin, c'est juste du bon sens de convivialité et on est ensemble pour passer un bon moment également, même s'il y a une activité à faire et à mettre en place. Si vous permettez, j'ai envie de faire une supplique aux associations qui sont autour de la table. Quand vous passez les annonces d'appel aux bénévoles, écrivez dessus ces petits trucs qui montrent que l'association s'intéresse aux bénévoles, qu'elle les valorise, qu'elle les remercie, qu'elle les fait se rencontrer. Quand on regarde les annonces sur notre site, il y a des fois, j'ai envie de pleurer, tellement le bénévolat qui est proposé n'est pas dit en termes. On oublie de dire aussi en quoi on peut se faire plaisir en étant bénévole. Donc, c'est un peu... Bonjour à toutes et tous. Moi, je voudrais aussi rappeler qu'il y a la Journée internationale du bénévolat, au cours de laquelle on peut mettre à l'honneur les bénévoles sous une forme, sous une autre. Et puis, je pense qu'il y a aussi une autre forme aussi de valorisation et d'intéressement, on va dire, intellectuel à la vie associative, qui passe par les formations sur des thèmes qu'on relève de l'intérêt donc des associations, voilà. On peut peut-être aussi apporter ça. Voilà, je pense que c'est des petites choses, mais qui peuvent inciter les gens à se dire on a quand même une importance, puisque d'abord on nous accueille au cours de la journée internationale de bénévolat, et puis on nous propose des formations pour réfléchir aussi. C'est important aussi cet enrichissement intellectuel autour de plein de sujets qui peuvent les intéresser. Question adressée à France Bénévolat. Y a-t-il une collaboration avec l'université sur ce sujet de l'engagement associatif et du bénévolat? Et si oui, quelles sont les universités qui vous paraissent les plus engagées dans cette analyse du bénévolat? Il y a certaines associations France Bénévolat qui travaillent avec les universités sur des projets ponctuels, notamment au regard de sollicitations, je pense à la FEV entre autres, qui travaillent au niveau universitaire, mais on a aussi des universitaires émérites qui travaillent notamment au niveau d'une structure qu'on appelle la commission à l'accompagnement au projet au sein de France Bénévolat, pour travailler sur ce bénévolat, et ce CAP a travaillé d'ailleurs à monter un dossier sur comment sensibiliser l'appétence des gens à l'engagement bénévole. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se faire. Donc on travaille effectivement avec les universités. Comme le dit Elisabeth, chaque structure France Bénévolat est autonome, donc on travaille. On dit que nous sommes des ensembliers, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler avec l'ensemble des partenaires sur le terrain, que ce soit au niveau d'autres associations, petites ou moyennes ou grandes, ou les GRA. Et derrière, c'est important d'avoir cette réflexion au niveau du terroir local. Je peux juste ajouter le témoignage que quand j'étais présidente de France Bénévolat à Paris, où on avait plusieurs universités avec lesquelles on avait un travail tout à fait régulier de rencontres, de participation à leurs forums, de réflexion sur la valorisation des bénévolats des étudiants, etc. Donc, et je crois qu'il y a beaucoup d'autres centres qui ont ça. Marina ?
Oui, pardon. Merci de me laisser la parole. Je ne mets pas la vidéo simplement parce que j'ai une très mauvaise bande passante, excusez-moi. Je suis chargée de mission DLA pour la Dordogne. Donc, on parlait tout à l'heure du DLA. Effectivement, le DLA, juste pour rappel, accompagne des structures associatives, notamment sur ces thématiques-là, de manière très récurrente et régulière. Juste pour donner un exemple, moi j'ai mené un accompagnement collectif sur 2022 sur justement les modes de gouvernance, on en a parlé un petit peu, et parce qu'on est très sollicité par les associations qui veulent fonctionner de plus en plus de manière collégiale, partagée, partage des responsabilités, mais ça engage et ça amène d'autres réflexions sur la prise de décision, sur la durée que ça peut amener de prise de décision, enfin bon, bref, pas mal de problématiques. Pour dire aussi que du coup, sur ces notions, on parlait aussi de parcours d'intégration des nouveaux bénévoles. Je pense que ça, c'est très important. Et bien souvent, on oublie aussi de présenter tout simplement aux nouveaux bénévoles qui arrivent le projet global de la structure, à quoi sert la structure, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'elle défend, etc. Et le DLA accompagne aussi notamment beaucoup les structures sur la définition des projets. Ça permet aussi pour les associations qui sont un petit peu en questionnement de leur organisation interne et de leur gouvernance, de remettre un peu les choses à plat. Voilà. Donc, ne pas hésiter à solliciter les DLA sur les départements. Et puis, du coup, moi, je suis très intéressée par tout ce que vous avez présenté ce matin qui retranscrit vraiment bien ce qu'on vit au quotidien et ce pourquoi on est sollicité au quotidien. Donc, voilà, intéressée aussi par le guide et voir comment on peut, à notre tour, décliner un petit peu ces outils-là ou amener des associations à peut-être les utiliser pour les accompagner. Voilà. Merci. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Donc, je remercie au nom du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine vraiment tous les présents, toutes les interventions. Je remercie bien sûr particulièrement France Bénévolat qui a animé ce webinaire en présentant justement les résultats du baromètre IFOP 2022. Donc, merci à Elisabeth Pasco et à Didier Defer. Je vais vous laisser quand même la parole à la fin pour rappeler, parce que ça a été une question récurrente, le guide, quand est-ce qu'il va sortir et comment pouvoir se le procurer. Et je vais rappeler également que le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine a un portail de formation des bénévoles. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les formations qui vous sont proposées par tout un tas de structures et qui peuvent correspondre justement à vos besoins du moment. Juste un mot pour vous remercier de toutes vos interventions et je trouve que ça nous remet de l'essence dans le moteur parce qu'on s'aperçoit certes que les chiffres ont un côté un peu déprimant parce que ça baisse, mais on voit tellement de dynamisme au niveau des associations un peu partout qu'on se dit on va y arriver. De toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'on accepte le changement et qu'on l'accompagne. Merci à tous. Oui, pour clôturer, moi je voudrais vous remercier tous. Ces temps de partage sont importants et nécessaires. La chaleur est là, même si on n'est pas en présentiel. La chaleur humaine transpire et ça, c'est important. C'était véritablement très important et c'est un véritable plaisir, je le répète, d'être avec vous. On vous fera parvenir le guide quand il sera validé et dès que possible. Une information vis-à-vis de ce guide, c'est que effectivement, on risque de créer quelque chose pour l'accompagner, pour accompagner les associations. Et là, il y a des temps de formation, on verra comment on le fera. Mais là, on essaye de réfléchir là-dessus pour qu'on puisse vous apporter cet accompagnement, parce que tout nouvel outil mérite un accompagnement et derrière. Et si ça peut donner de l'essor après à la mise en appétence de personnes pour s'engager au bénévolat, ça sera quelque chose d'important. Merci à Marine, merci à Josiane de votre implication. Merci beaucoup Elisabeth, parce que c'était un plaisir d'être avec toi comme à chaque fois. Puis merci à tout le monde. Je vous remercie sincèrement, car c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.